Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 44 de la saison 2. J'espère que vous allez bien. Alors dans mon cas c'est un petit peu particulier parce que j'ai la cervelle complètement ramollo. Il fait plus de 45 degrés à Marrakech, ça y est comme on dit ici, le four s'est allumé. Donc résultat, bah voilà, le temps que le corps s'habitue à cette nouvelle température, ça prend un petit moment. Donc voilà, désolé pour les 24 heures de retard sur la publication de cet épisode de mes bricolos, mais vous allez voir, il vaut le coup. Il vaut le coup parce qu'on va parler des NFT. Alors, faut comprendre une chose. Vous le savez maintenant, pour ceux qui sont abonnés à ces épisodes de mes bricolos, si vous ne le êtes pas, les gars, c'est le moment de vous abonner parce que ça me fait super plaisir. Et puis ça montre que vous soutenez le projet, donc voilà. Et puis on est plus de 350, c'est énorme les gars, c'est énorme. Donc moi, début de semaine, j'arrive dans mon studio de design à Marrakech, donc maintenant vous êtes au courant, j'allume mon ordinateur et puis je me connecte pour regarder toutes les actualités de la création, de l'innovation. C'est important de se tenir informé. Puis ça permet d'avoir une vision un petit peu des nouvelles tendances. Alors c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, parce qu'on va repérer des tendances. Pourquoi je vous parle des NFT? Parce que justement, je suis tombé sur un article de Dizine qui explique très bien le principe des NFT et surtout, bon, il se risque à une analyse, mais aussi à une vision, une réflexion sur l'avenir des NFT. Et je trouve que l'article est très intéressant. Déjà, Dizine, c'est sympa de consulter ce site internet parce qu'ils expliquent bien un petit peu justement les nouveaux projets, les nouvelles créations. Ça fait partie des sites avec Core77 que j'aime consulter. Et puis là, donc, les NFT, c'est quand même un sujet assez particulier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les NFT est basé sur la blockchain, qui est cette technologie qui permet de rendre unique un élément digital. Bon, je simplifie à mort. Alors, je sais que déjà, ceux qui sont bien au courant et bien calés sur le NFT et les crypto-monnaies vont dire « Ouais, mais Younes, c'est plus complexe que ça. » Je sais. Mais le gros avantage, c'est que ça permet de rendre unique un élément digital. En l'occurrence, la NFT, c'est donc une image, une création digitale qui est rendue unique. Et donc, à partir de ce moment-là, qui peut être vendue comme une pièce d'œuvre d'art, au même titre qu'un tableau. Alors, ça paraît un petit peu capillotracté parce que les personnes vont me dire oui, mais Younes, tu fais une capture d'écran, tu as ton image. Oui, mais là, vous avez la création originale. C'est comme si vous possédiez la certification qui prouve le fait que vous avez acheté cette création directement à l'artiste qui a produit cette œuvre digitale. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, comme c'est nouveau, ça part un peu dans tous les sens. Et moi, le Bored Ape et tout ça, j'ai pas forcément été super sensibilisé. Je vais mettre mon image de l'autre côté parce qu'il y a un texte qui est intéressant. C'est que je trouve que la conclusion, alors je mettrai le lien de cet article dans la description, mais la conclusion de cet article est assez intéressante. C'est-à-dire, comme une œuvre d'art, le NFT est vraiment ennuyeux. Alors il dit même plus qu'on ne l'imagine, quoi. C'est vraiment ennuyeux, quoi. Mais comme un outil qui va questionner l'art, la création, ça devient intéressant. C'est-à-dire que on est au balbutiement de ce principe des NFT dans cette création digitale. Et évidemment, c'est assez ennuyeux tel que c'est proposé. Et donc, ils expliquent qu'il y a d'autres formes de création, c'est ce qu'ils montrent ici dans cet article, qui sont plus intéressants que ce qu'on peut voir comme les Bored Ape et tout ça, de création NFT. Et alors moi, forcément, étant designer, vous le savez, maintenant, c'est plus un secret. Alors, je repasse de l'autre côté. Je me suis intéressé parce que moi, j'ai une imprimante 3D et je me dis, mais attends, l'impression 3D, c'est quoi? C'est tu fais une création digitale 3D que tu passes dans un slicer qui, en fait, ce qui va rendre ta création en 3D, en image de synthèse, compatible pour les imprimantes 3D. Et donc est arrivé depuis 2021 les premiers fichiers 3D qui sont NFT, donc cette création digitale de volume en 3D, sous la forme d'une NFT que tu peux acheter et imprimer en 3D si tu possèdes une imprimante 3D. Alors là, ça devient intéressant parce que c'est une création artistique en volume que tu achètes, donc qui est unique
pour toi, hein, qui est vraiment parce que tu l'as acheté, donc elle est unique, elle est à toi, tu l'as acheté directement au créateur. Mais après, comme tu as une imprimante 3D, tu peux l'imprimer. Mais oui, c'est-à-dire je sais, vous êtes en train de vous dire, mais si j'ai une imprimante 3D, je peux l'imprimer autant de fois que je veux, voire la revendre. Effectivement. Alors, sous la forme artistique, je trouve que la réponse n'est pas vraiment très pertinente, mais si on est designer et que l'objectif est que votre produit soit utilisé, fabriqué, bah, tout d'un coup, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que la question de la NFT pour un designer peut être une réponse. Je m'y suis pas encore complètement arrêté, mais ce qui est sûr, c'est que ça devient une problématique, ou en tout cas, ça devient une question qui est pas mal à creuser pour les designers. Donc, s'il y a des designers qui nous écoutent, je vais mettre en lien ces deux articles donc de Fabalou, qui est un nom absolument nul, mais sur lequel je suis tombé, où ils font un article plutôt sympa sur justement la création NFT à l'heure de l'impression 3D, donc du prototypage rapide, et l'article de Dizine. Mais alors, ce qui se passe, parce qu'on parlait de nouvelles tendances, c'est que avec tous ces trucs de NFT, metaverse, digitalisation, etc., ben, on se rend compte, quand on consulte un petit peu les sites internet, que la majorité de la production de design est plutôt orientée vers l'analogique. Alors, preuve en est. Et alors là, je tombe là-dessus. Alors, vous allez voir, c'est un épisode un petit peu fourre-tout, mais c'est intéressant. Preuve en est. C'est l'anniversaire des 50 ans de la SL 1200, qui est une platine vinyle iconique, historique. C'est vraiment, moi j'en ai deux parce que je les avais achetées dans les années 90 et elles sont toujours là, toujours aussi solides. Elles fonctionnent toujours aussi bien, mais c'est les 50 ans, c'est l'anniversaire des 50 ans de cette platine et ils ont fait une réédition en série limitée avec des couleurs différentes. Enfin, c'est juste magnifique. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que si Technics, qui est la marque qui sort cette platine iconique, fait une série limitée, c'est parce que c'est hyper à la mode. Parce que en fait, le vinyle est revenu en force. Moi, je me rappelle dans les années 90, les années 2000, oui, je suis suffisamment âgé pour avoir mixé dans des clubs avec des vinyles dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Oui, d'accord? Donc, pas la peine de 1, on est d'accord. Bon, à partir de ce moment-là, une fois qu'on est arrivé avec le Serato, c'est-à-dire la possibilité de mixer avec du MP3, tout le monde avait dit à l'époque, moi je m'en souviens, début des années 2000, c'est la mort du vinyle. Maintenant, on n'a plus besoin de se trimballer un sac de vinyle qui pèse 50 kilos. Tu te balades avec ton petit contrôleur MIDI, enfin ton petit contrôleur numérique, pardon, et tes morceaux en MP3 et tu peux mixer n'importe où. Et déjà à l'époque, je leur avais dit, oh là là, allez pas trop vite. Là, depuis 2010, c'est le revival, 2010-2015, c'est le revival du vinyle, du son analogique. Et aujourd'hui, la hype de la hype, c'est d'être un DJ qui mixe avec des vinyles. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va vers une course du digital, il y a un espèce de ras-le-bol et un contre-coup analogique qui arrive en force. Et alors là, je vous jure, l'analogique, c'est du partout. C'est-à-dire, si on continue le travail des designers, alors on continue notre petit périple. Je suis tombé sur cette lampe de bureau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous voyez des créations de jeunes designers, c'est très intéressant parce que c'est un indicateur des tendances actuelles. Parce qu'un étudiant, lui, bon, il est là, il n'a pas trop de contraintes de budget, il n'a pas trop de contraintes d'aller chercher le client, de trouver de nouveaux projets, etc. Il est étudiant, il mange des pâtes, c'est pas... Voilà, bon, on se galère, on s'est tous galéré. Hein. Moi, le premier, quand j'étais à Paris, d'ailleurs, la vidéo précédente, j'en parlais. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez sur quoi les étudiants travaillent, c'est un indicateur qui vous permet de comprendre les tendances. Parce qu'ils n'ont pas toutes ces contraintes. Donc, tout d'un coup... Voilà, c'est intéressant de repérer sur quoi ils bossent. Et moi, j'aime bien. Donc, il y a par exemple Yanko Design qui sélectionne beaucoup de projets d'étudiants et qui en parle. Et donc, là, ce qui est intéressant de voir, c'est le luminaire organique pot de fleurs. Alors, sur le plan du design lui-même, perso, je suis pas fan, effectivement, c'est plutôt pas super esthétique, mais l'idée est intéressante d'avoir un élément végétal sur son bureau. Pourquoi je parle de ça? Parce que à une époque,
Le bureau, fallait qu'il soit absolument... On avait des écrans, c'était des lumières, des LED qui s'allumaient. Il fallait qu'il soit hyper moderne, avec des bureaux super flat et tout blanc, tout aseptisé, etc. Et on arrive maintenant sur des créations où on met des pots de fleurs, on met des plantes. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui travaillent sur des luminaires pour bureau, pots de fleurs. Donc, ça vous ramène cette petite touche végétale. Donc, c'est intéressant. Une lampe de bureau qui fait pousser vos végétaux. Oui, je vous explique. Et alors, la marque qui cartonne en ce moment, c'est-à-dire vous allez sur YouTube et vous tapez mon bureau, accessoire de bureau, meilleur accessoire de bureau. Toutes les vidéos vont vous parler de cette marque qui s'appelle Grovemade, qui est une marque canadienne. 100% artisanal, c'est-à-dire les mecs qui vous font tout. Bien sûr, le petit pot de fleurs, le soliflore, mais vous avez le dessous de clavier, le pose poignet, vous avez le pose écran, vous avez le pose écouteur, le pose stylo, la recharge d'iPhone et tout. Et alors, ce n'est que du cuir, du bois et du beau bois. Hein. Vous avez du noyer, vous avez de l'hêtre, du cèdre, enfin des super bois à travailler. C'est un atelier de jeunes branchouilles hipsters, barbe longue, en veux-tu en voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils utilisent l'impression 3D pour faire leurs maquettes, pour faire leurs petits prototypes. Et après, regardez, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'impression 3D et de l'usinage. Et puis après, donc là, on était sur de l'usinage, mais ils utilisent les nouvelles technologies du digital, du digital pour créer leur objet complètement analogique, mais avec des machines quasiment de prototypage rapide. Et c'est tous des jeunes branchouilles qui font ça. Et c'est une boîte qui cartonne de dingue, qui distribue ses produits dans le monde entier et qui vous montre à quel point, justement, le bureau aujourd'hui du programmeur, celui qui passe sa vie derrière son ordinateur à programmer des logiciels, c'est que du bois, c'est des petites plantes, c'est des petits trucs comme ça. C'est-à-dire que non, on n'est pas sur une tendance de la ligne hyper épurée, blanc aseptisé, comme on pouvait l'être milieu des années 2000, fin des années 2000, milieu des années 2000, début des années 2010. Depuis 2015, on est dans la barbe, dans le retour au naturel, dans tout. Et alors on continue. Regardez, je continue un petit peu. Ça, alors Design Boom parle de ce projet. Je vous jure qu'il y a 10 ans, un mec qui faisait un vélo en bois, Design Boom n'en aurait jamais parlé. C'est-à-dire, moi qui suis ce site internet depuis plus de 10 ans, je peux vous promettre que Design Boom n'en aurait jamais parlé. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu aies fait un vélo en bois? Mais là, voilà, du bois recyclé, on voit les maquettes, les prototypes, le mec a créé parce qu'il a travaillé sur la flexion du bambou. En dehors de ça, c'est mortel. Hein. Moi, j'adore parce que c'est hyper réfléchi. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi sur ces sites internet, c'est qu'on explique le processus créatif, on explique la recherche et le développement. Et ça, c'est génial en tant que designer. C'est ce que j'essaie de montrer dans ces épisodes de mes bricolos. C'est pas simplement parler de l'objet en disant « Ah, il est vert, il est rouge » comme 99% de ces vidéos YouTube d'unboxing. On s'en fout finalement, c'est d'essayer d'aller plus loin dans l'objet. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans un détail et dans une complexité énorme, ça à la limite, ce sont des cours de design, on pourra toujours y réfléchir plus tard, mais je veux dire là ce qui est intéressant c'est de regarder justement comment il a travaillé sur la flexion du bambou, parce que le bambou quand même a cette caractéristique technique qui est très intéressante. Et donc, moi, je trouve que ce projet est très intéressant. Mais il y a 10 ans, on n'en aurait jamais entendu parler de ce projet. Et là, on vous montre un vélo en bois, super bien pensé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 10 ans, les vélos, c'était du streamline. C'était un tube plié en carbone qui vous fait la totalité de l'objet, super travaillé et tout. Et là, on est sur un vélo en bambou. Mais on continue. Regardez, Design Wanted. Retourner à la simplicité avec des formes très arrondi pour des luminaires. Alors moi, je ne suis absolument pas sensible à ce type de création, mais quoi, on est sur du travail à la main, on est sur cette espèce de réflexion de la matière, on retravaille justement des matières naturelles, la céramique, etc., parce qu'on a besoin de ce contact avec l'objet, ce que je comprends parfaitement. Et puis, je ne suis pas sensible, hein, moi personnellement, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, on n'est que sur l'esthétique de l'objet, mais c'est intéressant parce qu'on a une matérialité, on a une texture, on a quelque chose de brut. Si vous voyez, il n'y a pas de traitement de surface.
On voit bien qu'il n'y a pas eu d'émail sur cet objet-là, c'est-à-dire il est vraiment naturel. On a envie quasiment de passer la main dessus. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire ce retour à la texture, ce retour au vivant, au naturel. Et ça, c'est un indicateur. Je continue. Alors là, je suis tombé sur ce projet, c'est incroyable. C'est qu'ils font du vêtement à base de riz. C'est-à-dire, ils ont recyclé. Alors là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que même sur des... On prend des matériaux, là, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire des matières, des matériaux, des matières, ce qu'on appelle des bio. Et on fait du bioplastique, on fait des biomatériaux, et notamment cette veste qui est faite à base de riz, donc du cuir à base de riz, du cuir naturel, du bio-cuir à base de riz. Alors c'est hyper intéressant, je ne sais pas comment ça fonctionne avec l'humidité, mais en l'occurrence je trouve la création très belle, je trouve que ça donne un côté très intéressant. Alors évidemment vous allez me dire le cuir c'est déjà un élément naturel, mais ce qui est très intéressant c'est de récupérer de la matière végétale pour en faire un textile très particulier qui a l'effet du cuir. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on est sur quelque chose où on ne va pas aller vers du synthétique, c'est-à-dire on ne va pas aller vers un polymère ou quelque chose comme ça pour essayer de recréer du faux cuir, ce qui est le cas actuellement. On va sur des matières végétales pour faire du faux cuir. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que même dans la matière, on s'écarte du plastique, du chimique, etc. pour aller même, quand on veut faire du faux cuir, reprendre des matériaux végétaux. Je continue parce que je trouve ce projet, j'aurais pu le présenter à lui seul cet objet parce que je le trouve très intéressant, mais j'ai fait tellement de vidéos sur le prototypage rapide, sur l'impression 3D et sur la matière recyclée. J'avais parlé un jour d'un projet d'étudiant où le mec avait utilisé des algues récupérées, parce qu'il y a une production d'algues avec l'augmentation de la température et donc du réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'algues, il y a une prolifération des algues. Il avait récupéré ça, il avait trouvé le moyen de le faire passer dans sa machine d'impression 3D, il avait fait des surfs avec. Et là, en fait, le mec, il fait des chaises avec des filets de pêche. Parce qu'il y a une grosse production de filets de pêche. Le filet de pêche, ben c'est de la matière synthétique, c'est du plastoc en fait finalement. Le mec récupère ça et il en fait un objet d'impression 3D. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est même l'image en elle-même. On est sur du béton brut, de la neige. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être le mec il est du Nord, mais je veux dire, avec une chaise imprimée en 3D dans laquelle il a gardé la texture de l'impression 3D. C'est-à-dire, quand c'est de la matière synthétique, on la rend comme si elle était organique et naturelle. C'est-à-dire, on est dans le recyclé, dans le texturé, etc. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, on va imiter le cuir en prenant de la matière végétale, donc en l'occurrence du riz. Et là, on va prendre cette matière plastique utilisée pour du filet de pêche pour en faire des objets. Alors, bien sûr, même dans le design, on est dans l'organique. Vous avez vu la forme de l'objet? Vous avez vu? C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans une forme d'objet hyper linéaire avec des lignes droites à la Horaito. Complètement dépassé le Horaito. Ringard le mec. On est dans un petit clin d'œil. Mais on est dans un design très végétal, très organique. On dirait que la chaise a émergé. C'est-à-dire on a planté une graine et elle a poussé toute seule, cette chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ce qui est intéressant, ça c'est génial, c'est que l'impression 3D, de par sa caractéristique de dépôt de matière, donne une texture à l'objet. C'est-à-dire que contrairement à du moule où on va avoir quelque chose de très lisse, l'impression 3D donne une texture. Au début, à la création, enfin pas à la création, mais lorsque l'impression 3D s'est démocratisée, moi je me souviens à l'époque, on essayait de gommer cette superposition de la matière parce que ça donnait quelque chose d'aléatoire, de pas fini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant, aujourd'hui, avec cette tendance du tout organique, du tout de l'expression de la matière, voilà. Et il suffit, au-delà même, je vous jure, je le répète une fois, mais il suffit même de voir les photos qui sont faites quand on monte des objets de design. Et à chaque fois, on est sur un fond béton, un fond bois, etc. pour exprimer ce côté naturel, ce côté organique. Tiens, dans cette photo, on voit très, 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 très bien l'application de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais terminer par 2 projets. Et je terminerai là. Ce sont des vidéos qui font 20 minutes, mais on s'en fout, on papote ensemble, d'accord? Puis si vous êtes arrivés jusque-là, je vous kiffe, les gars, parce que vraiment, ça me fait plaisir, ça montre que ça vous intéresse. Donc là, je suis tombé sur un projet et j'ai gardé les 2
projets les plus ouf à la fin parce que je me suis dit, comme ça, je récompense ceux qui regardent jusqu'au bout. Alors là, je suis tombé, c'est vraiment dernièrement sur Dizine, des mecs qui ont créé des tuiles en utilisant des coquilles de moules. Une espèce de moule très particulière et ils ont utilisé les coquilles qu'ils ont recyclées. Alors ils ont utilisé aussi des copeaux de bois, enfin des déchets de bois. Alors je sais pas quel est le processus créatif, mais alors ça rend un espèce de truc d'une beauté. Et là, voilà, regardez. Là, on est dans la quintessence même, et vous allez voir le projet d'après, c'est encore plus ouf, mais on est dans la quintessence même de cette production par de l'organique, du végétal, de l'animal, etc. On reprend ça et on en fait un objet complètement incroyable, hyper texturé. En plus, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont repris un espèce de motif. Donc là, on voit les moules qui sont récupérés. On voit pas la transformation, mais je comprends parce que pour le coup, ça doit être assez secret. Et après, on voit un projet type de revêtement de maison avec un éclairage. Alors c'est une 3D, donc ça donne pas exactement l'effet que ça donnerait. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont repris des motifs, donc ça, je trouve ça génial, parce que ça me plaît, hein, vous le savez. Et après, on voit donc vraiment l'objet final, et c'est juste incroyable, c'est magnifique, et c'est hyper texturé, on voit vraiment tous les défauts, alors les défauts, ah, vous avez compris, c'est-à-dire que c'est des défauts pour certains. Il y a 10 ans, on aurait dit, mais c'est quoi, ton objet n'est pas fini. Aujourd'hui, ces défauts, on en a besoin. On sort d'un moment pas possible avec cette pandémie et toute cette histoire-là ubuesque. Et puis là, on était séparés, on pouvait pas discuter, on pouvait rien faire et tout ça. On emportait des masques, enfin bon, voilà. Et alors là, on a un besoin, on a un retour vers de l'organique, du naturel. Et cet objet caractérise totalement cette tendance-là. Et en plus, pour le coup, je trouve cet objet, cette création très intéressante et elle ouvre un potentiel de création et de design qui est juste absolument incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et je vais terminer pour vraiment enfoncer le clou jusqu'au bout du bout. J'avais gardé ce projet parce que ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, cet épisode de Mes Bricolos sur ce sujet-là. Et là, j'enfonce le clou. Le mec, il a inventé une table de mixage. J'en parlais au début quand j'ai parlé de la SL, donc de la platine vinyle. Et je vous disais, hein, le mec a inventé une table de mixage où en fait, tu balades ton petit caillou sur ce rail. Et ça te permet de pouvoir mixer le son, donc d'augmenter le volume, de changer tes fréquences, basse, médium, aigu, de passer de la platine gauche à la platine droite, de positionner ton... Voilà, ça c'est une platine, d'accord ? Ok, de mixage, une table de mixage, pardon, pas une platine, mais une table de mixage qui doit se brancher sur ton ordinateur pour mixer version homme de Cro-Magnon. Là, on est complètement dans l'objet. C'est-à-dire que ce que j'étais en train de vous raconter et en plus, tu peux le paramétrer, le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, tu as ta connexion USB, tu peux le paramétrer. Mais on est complètement dedans. Alors, on est sur cette espèce de travail hyper beau, hyper élégant, mais qu'avec des matériaux hyper nobles et tout ça. Et on est sur une machine, tu as compris le délire, qui te permet de pouvoir mixer du digital avec un truc hyper analogique, du caillou, de la pierre, du cuir, en veux-tu, en voilà. Et en plus, c'est beau. Et en plus, c'est super intéressant. Donc, là, il te montre le logiciel qui permet d'assigner chaque élément à une fonction précise. Mais ça fonctionne super bien. C'est-à-dire, on est complètement dans ce que j'explique. Et alors là, voilà, je vais terminer là-dessus parce que c'est quand même un épisode assez long, de plus de 20 minutes. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'avantage de se tenir informé, c'est-à-dire de consulter tous ces sites internet, c'est qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble. Et quand on a cette vision d'ensemble, on arrive à deviner un petit peu les pistes qui sont explorées dans le monde du design et ces nouvelles tendances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est déjà super intéressant. Et moi, ce que je constate et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on n'arrête pas de vous parler des NFT, on n'arrête pas de vous parler de cette digitalisation, on n'arrête pas de vous parler de ce monde virtuel, de metaverse, de la crypto-monnaie, etc., qui sont assez complexes à comprendre parce que la blockchain, le metaverse et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complexe et tout ça. Mais
quand on regarde la production de design, on va vers cette production ultra organique, texturée, avec des matériaux qui sont sensibles. On a envie de manipuler de la matière naturelle. On remarque que pour équiper ton bureau, ben, on va te proposer des petits pots de fleurs en bois, des repose-poignées en bois, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant de noter tout ça, c'est intéressant de le comprendre, et puis c'est intéressant, pourquoi pas, si vous êtes créateur ou si vous êtes en train de décorer votre espace, de remarquer ce genre de choses pour voir un petit peu comment vous pouvez décorer votre espace ou créer de nouveaux objets, etc. Vous avez compris le truc. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous dans cet épisode de Mes Bricolos qui fait 25 minutes. On s'abonne. Si vous êtes restés jusque-là, les gars, je vous félicite parce que c'est une vidéo de malade. Et pour ceux qui sont restés, je vous donne une petite info. On est au 44e épisode, ça veut dire qu'il reste 5 épisodes avant la fin de la saison 2. Et pour les 5 derniers épisodes, ça va être bonheur et boule de gomme parce que je vais vous donner... je vais vous parler de mon parcours, je vais aussi vous parler de tout ce que j'utilise, les machines que j'utilise, etc. Parce que ça peut vous aider si vous êtes designer, créateur, etc. Donc abonnez-vous pour découvrir ces 5 prochains épisodes qui vont être complètement dingues. Je vous laisse avec des vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Vous le savez maintenant, j'adore faire ce petit truc. Donc voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous. Bye.